Bonjour à tous. Avec Enzo, on va vous faire la présentation du Centre spatial universitaire de Montpellier. Je suis Amaury F4JNN, je suis chef de division logiciel, embarqué et logiciel classique. Et je suis accompagné de Enzo, F4IAI, ingénieur radiofréquence au CSU. Donc, bonjour à tous. Nous allons commencer par une présentation rapide du CSUM pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, nous sommes le Centre spatial de l'Université de Montpellier. Nous sommes une unité d'appui à la recherche de l'université, à l'époque une plateforme technologique. Nous sommes principalement sur ressources propres. Donc, c'est-à-dire que nous nous finançons par les différents contrats que nous pouvons avoir directement avec le CSUM. Nous sommes à peu près 25 ingénieurs qui formons le cadre du CSUM. Et après, nous fonctionnons en accueillant des stagiaires, puisque le but est également de faire de la formation. Donc, pour ça, nous avons une trentaine d'étudiants par an qui vont être là en stage gratifié. Alors, on a un peu tous les niveaux, du bac+2, bac+3, même du diplôme, du stage de fin d'études de diplôme d'ingénieur. Et donc, nous avons en interne tous les moyens pour aller de l'analyse mission jusqu'aux phases de test. Donc, vous rentrez au CSUM avec une idée, vous voulez faire quelque chose, on fait la mission, on fait les différents tests et le satellite, quand il ressort de chez nous, c'est pour aller être intégré directement dans le lanceur. Donc, nous avons à gauche là une TIVAC, donc c'est une chambre à vide thermique. Au milieu, vous avez un pot vibrant et à droite, notre segment sol pour gérer les opérations. Donc, segment sol, bandes et UHF. En parallèle de ça, donc, nous faisons également des formations. Donc, il y a un bachelor intégration, assemblage, intégration et test de systèmes spatiaux et un master spécialisé qui accueille des bac+5 et qui leur fait une année supplémentaire pour le spatial. Et nous faisons également de la formation à l'export. Nous avons formé l'équipe de l'Agence spatiale de Djibouti, de l'Agence spatiale du Sénégal et d'autres contrats africains, d'autres pays africains qui sont intéressés pour faire le même type de contrat. Donc, c'est-à-dire qu'ils arrivent, nous les formons, ils restent avec nous pour les cours. Et ensuite, ils restent avec nous pour faire leur premier satellite. Donc le premier, on les aide, on le fait vraiment en tandem. Et ensuite, ils peuvent également faire un second satellite, ce qui était le cas pour Djibouti et le Sénégal, où là, ils sont un peu plus autonomes et nous, on n'intervient plus que pour les débloquer quand ils ont des problèmes. Parmi les cadres, donc, il y a une grosse équipe radioamateur et qui grossit d'année en année. Ceux qui nous suivent depuis quelques temps, bientôt, on va avoir des problèmes pour mettre tout le monde sur la même page. Donc, il y a beaucoup de radioamateurs. Je ne les ai même plus recomptés. Nous sommes 6 ou 7 actuellement. Et il y a depuis une semaine, même pas, puisqu'ils ont passé leur licence mardi dernier. C'est pour ça qu'il n'y a pas les indicatifs sur les 4 en bas à droite. Donc, c'est une formation interne que nous avons fait pour les ingénieurs et également pour une partie des étudiants. Et donc, avec un pool d'ingénieurs qui est allé passer la licence radioamateur. Donc, ce qui nous permet également de féminiser l'équipe, ce qui est une grande première pour le CSU. Donc, avec ces 4 nouveaux indicativés qui maintenant sont en attente du certificat et de la licence radioamateur. J'en profite également pour remercier les services de l'ANFR qui nous ont grandement aidés pour passer la licence avec leur système actuel qui leur permet de faire du moins à Aix qu'un passage à chaque fois. Donc, ils nous ont bloqué une journée complète pour passer les licences. Et là, fin avril, il y a également un examen délocalisé qui est prévu dans nos locaux pour faire passer la licence à quelques ingénieurs supplémentaires et à nos étudiants du master spécialisé. Donc avec une grosse dizaine de candidats supplémentaires. Voilà, et vous pouvez le voir dans les postes, il y a vraiment de tous les domaines qui s'intéressent à la radio, y compris une personne de la fondation, Célia pour ne pas la citer, qui est principalement à l'origine communication et partenariat, mais qui s'est motivé, qui s'est intéressé à la licence et qui l'a eu en plus avec une belle note. Voilà. Alors, je vais vous parler un peu des dernières nouvelles du côté des projets satellites au Centre spatial universitaire. Première de ces dernières nouvelles, c'est notre nanosatellite ENSO, qui est un U, qui a été fait en partenariat avec Expleo, dont la mission était en fait de déployer des antennes en orbite. Alors, elle faisait plusieurs mètres, j'ai plus exactement la taille en tête.
Et ces antennes devaient émettre un beacon pour calibrer un autre réseau d'antennes qui se situe en Antarctique au sol, dans la fréquence autour de 14 MHz. Alors cette mission-là n'a pas été exécutée puisqu'il y a eu un problème au déploiement d'antennes. On a tenté plusieurs fois de redéployer les antennes, que ce soit lors du commissioning de la mission, peu après le lancement, ou même plusieurs semaines après, voire plusieurs mois après. Il y a eu plusieurs tentatives. Néanmoins, le satellite était aussi équipé d'une webcam, ce qui nous a permis de réaliser quelques clichés de la Terre. Vous en avez quelques-uns ici, par exemple. Donc, toutes ces photos étaient redescendues en UHF à 9600 bits par seconde. Les résolutions de ce fait ne sont pas très folles. On est sur du 640 par 480, mais ça permet quand même d'avoir de beaux clichés. Ouais. Alors qu'il y avait une mission radio-amateur sur ENSO, on n'a pas pu la faire, mais néanmoins, on a profité de la fin de vie pour faire quelques activités avec la communauté radio-amateur. Exactement. Donc la payload ayant eu un problème sur le déploiement des antennes, mais nous avons trouvé une option pour quand même faire participer la communauté dans la vie de ce satellite. Et donc la solution s'est trouvée dans un message libre en fait, que nous avons dans le beacon du satellite. Donc nous pouvons, nous, depuis le centre spatial, changer le contenu de la fin de ce beacon. Et donc on a commencé à jouer un petit peu, donc c'était sur la fin de l'été, et à proposer 2 petits concours à la communauté. Donc un premier qui était un peu un qui est, et le second qui était un où est. Donc sur le premier qui est, nous avons transmis 5 indices. À chaque fois, donc, on modifiait le beacon, on le laissait 48 heures. Et au bout de 48 heures, on rechangeait le beacon. Et donc le but du jeu, c'était de trouver de décoder les beacons pour avoir tous les indices. Alors on avait passé une année, des points géographiques, tout un tas d'indices. Et en fait, donc la réponse c'était le satellite Oscar 7, justement, dont il a été question avant. Et donc là, nous avons eu un bel engouement de la communauté. Nous avons été surpris. On a commencé alors on faisait participer les radios amateurs principalement par X, via le compte de la station Sol, donc F4KJX_CSUM. Et nous avons été surpris de l'engouement que ça a généré. On a commencé à recevoir des messages à toute heure, des emails à toute heure sur des adresses mail. Des fois, on se demandait même comment les personnes les avaient vues, ces adresses. C'est la force de la communauté. Et avec des personnes qui, voilà, par exemple, N6 RFM, qui a commencé à se réveiller au beau milieu de la nuit aux États-Unis pour recevoir les beacons et tenter de suite d'avoir les réponses. Donc c'était vraiment sympathique. Donc on a renouvelé l'opération quelques semaines après, avec cette fois-ci le US. Donc là, on a un peu rendu la chose un peu plus compliquée. Donc on a commencé à faire 4 points géographiques. Donc nous avons tracé un cercle autour de notre point d'intérêt. On a pris 4 points sur ce cercle. On a envoyé les coordonnées, pas toujours en latitude-longitude classique. Donc on a eu fait en base, je ne sais plus trop combien. On a fait du locator, on a fait tout un tas de formats un peu différents pour un peu varier les plaisirs. Malgré ces indices-là, personne n'avait trouvé encore. Donc on a dû dire, bon, on va rajouter un petit peu des aides. On a commencé à indiquer 4 caps depuis ces points. Donc on a repris les points dans l'ordre, on a mis des directions. On a commencé à avoir des débuts de réponse. Et pour vraiment achever, on a dû transmettre une année pour retrouver en fait les émetteurs d'Issoudun, les émetteurs TDF d'Issoudun. Donc voilà. On a de nouveau eu une belle participation, même si là ça a été plus compliqué pour avoir des réponses correctes. Et on se retrouve de nouveau avec un podium, donc à chaque fois avec SV2 HWM qui a trouvé en premier. Et ensuite, voilà, derrière N6 RFM qui est resté accroché à la 3e place sur les deux. Un petit changement sur la 2e place. Voilà pour ces concours. Donc à chaque fois, nous fournissions également un diplôme envoyé par email qui certifiait de leur bonne participation. Et pour les 3 personnes du podium, donc le diplôme, on l'envoyait à tous ceux qui avaient participé. Et sur les 3 personnes du podium, donc nous envoyons ces petits kits de CubeSat imprimés en 3D. Donc qui sont des satellites, donc avec la même disposition des panneaux solaires que sur ENSO, à l'échelle 1. Voilà, donc un petit kit à assembler et sérigraphié sur le concours et l'indicatif.
Et il y a également eu un pour la fin de vie, puisque nous avons organisé un concours supplémentaire pour la fin de vie d'Enso, donc il est rentré courant novembre de cette année. Donc pour cela, nous avions passé le beacon à 10 secondes. On passait le beacon à 10 secondes, ça nous permettait d'avoir plus de données sur la fin de vie, et également pour nous, ça nous permettait de faciliter l'analyse Doppler que nous sommes maintenant capables de faire en interne au CSU. Donc nous enregistrons les passages et nous faisons un Doppler inversé. Donc le Doppler habituel, c'est je corrige par les TLE le Doppler pour avoir une fréquence centrée et pour communiquer avec le satellite, mais nous on l'utilise également dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on prend le Doppler tel qu'il arrive sur nous, sur Terre, et à partir de là, on va pouvoir, grâce à des logiciels qui en plus sont open source, et c'est la beauté encore une fois de la communauté, qui vont nous permettre de générer des TLE à partir du Doppler reçu sur Terre. Et donc d'améliorer le rafraîchissement des paramètres orbitaux. Donc le beacon à 10 secondes, et une fois qu'on l'a mis à 10 secondes, on a lancé le jeu auprès de la communauté. Et alors là, nous avons eu le dernier beacon reçu par VU2JEK en Inde. Le passage était très beau. Et donc là, vous pouvez voir le graphe sur la fin. On voit bien l'augmentation de la température. Alors c'est la température de l'OBDH, donc la température de l'ordinateur de bord. Sur la fin de vie, alors sur la fin, c'est vraiment sur quelques heures. Hein. Ouais, ça a l'air sur environ 1 heure, voire même moins. On le voit là sur la droite. Et du coup, le tout dernier point de ce graphe, tout en haut ici, là, est justement le beacon qui a été décodé par l'observateur dont a parlé Enzo il y a quelques instants. Par VU2JEK, voilà. Donc il a eu, quand nous avons vu que c'était lui qui avait décodé le dernier beacon, on a voulu savoir exactement quand est-ce qu'était parti notre satellite. Donc on a un petit peu échangé avec lui sur sa station, sur comment il avait installé sa station et tout ça. Et donc il s'est avéré qu'il avait vraiment une très bonne station. Et donc le dernier beacon qu'il a reçu n'était pas juste le dernier beacon de son passage et que le satellite est mort un peu après, mais en fait il a vraiment vu pendant le passage la mort du satellite. Donc on sait que les données du dernier beacon qu'il a reçu sont le tout dernier beacon transmis pour le satellite. Et donc, nous avons les données qui ont moins de 10 secondes par rapport à la fin de fonctionnement du satellite. Donc, ce qui, pour nous, on ne s'attendait pas à un aussi bon résultat. Donc voilà, et ces données qui sont toujours un peu en cours d'analyse chez nous, c'est vraiment une mine d'or de pouvoir avoir les dernières heures d'un satellite comme ça pendant sa réentrée. Et je rajouterais sur cette information que c'est notamment grâce à SatNogs qu'on a pu avoir cette information. Alors je vais vous parler de l'autre grande mission du centre spatial, qui est Robusta 3A. Alors c'est le premier CubeSat 3U du centre spatial. Il a été lancé le 9 juillet 2024 sur le vol inaugural d'Ariane 6. D'un point de vue radio en UHF, il a pareil les mêmes caractéristiques que nos 1U, donc du 9600 bits par seconde en X25 en GMSK. Et lui avait, mais il a 2 missions. La première qui sert à aider aux prévisions des épisodes Cévenol. Les épisodes Cévenol, c'est des épisodes de pluie intense, généralement qui ont lieu en fin d'année du côté de Montpellier, ce qui a tendance à créer pas mal de dégâts, notamment avec pas mal d'inondations dans les coins de Montpellier, de Nîmes, etc., sur l'arc méditerranéen de manière générale. Et vu que c'est un 3U, on a de la place, donc il a une deuxième mission qui, elle, sert de test de composants en milieu radiatif. Donc on va en parler. La mission radio-amateur de ce satellite est un système de messagerie inter-radio-amateur. Un petit déroulé des opérations de Robusta 3A. Alors ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Donc là, comme vous voyez, la configuration, on le voit ici sur le patch, mais on l'avait vu sur les photos avant, la configuration, c'est 4 panneaux déployables. On n'en a que 3 qui se sont déployés. Le lien radio fonctionne, mais là pareil aussi, on a eu un souci sur un des brins radio, mais on a deux. On a l'antenne UHF qui est en redondance. On a deux antennes UHF. Donc on arrive quand même à contacter le satellite. On a réussi à le passer en mode mission.
Suite à ça, on a eu un petit souci au niveau du formatage d'une télécommande, ce qui a entre autres participé au fait que le satellite s'est mis à tourner sur lui-même jusqu'à 130 degrés par seconde. Donc comme vous voyez, environ un tour toutes les 2 ou 3 secondes. C'était une période très intense où il y a eu beaucoup de risques pour le satellite, mais une période très formatrice, puisqu'on a vraiment exploré tout ce qu'on pouvait faire avec le satellite. On avait une grande marge de manœuvre avec les télécommandes qu'on pouvait envoyer, puisqu'on peut pas mal le reconfigurer en orbite, notamment son système de contrôle d'attitude. Et le collègue en charge de la DCS a finalement réussi à trouver une méthode permettant de stopper ce spin en jouant avec des différents paramètres de la DCS. Suite à ça, on a pu activer la mission secondaire qui est du coup le test de mémoire COTS en orbite. Alors ces mémoires qui sont fournies par un laboratoire de l'Université de Montpellier, l'IES et le LIRM, que vous pouvez voir là à droite. Voilà, on va parler du module radio-amateur maintenant. Donc le module radio-amateur est un store and forward comme ce qui a été présenté avant sur les premières missions. Hein. On est resté sur une mission comme celle-là. Donc le but étant on envoie un message au satellite à destination d'un radio-amateur quelconque. Le satellite garde ce message. Le radio-amateur destinataire du message va interroger le satellite, récupérer son message, et ensuite le satellite le supprimera. Donc 3 télécommandes sont disponibles pour faire ça. Donc envoyer un message, pour stocker notre message, et quand vous êtes le destinataire, vous pouvez lister les messages qu'il y a à bord du satellite, vérifier qu'il y ait bien un message pour vous, et s'il y a un message pour vous, vous pouvez donc le récupérer. Voilà, donc les messages peuvent être conservés jusqu'à 10 jours en mémoire et acceptent les caractères classiques, voilà, donc A, Z, 09 et l'espace. Et donc les messages sont par contre chiffrés sur l'uplink. Il faut passer par la DDP pour notre système de diffusion de données, voilà, je vais y arriver, pour les récupérer. Donc pour ça, on a développé un outil que nous mettrons à disposition très prochainement de la communauté. Nous avons terminé les tests de ce module, il est pleinement opérationnel. Donc nous allons maintenant l'ouvrir à la communauté. Vous aurez donc toutes les informations sur le GitHub on vous le met en fin de présentation. Voilà, donc n'hésitez pas à jouer après avec. C'est une montée en UHF, c'est une descente en UHF. Et donc vous pourrez vous-même déposer des messages à bord et les récupérer par la suite. Donc voilà comment se présente du coup le système public qu'on met à disposition des radioamateurs et des amateurs de radio par satellite, sur lequel en fait on va afficher les statistiques des paquets que nous envoient les radioamateurs. Donc il y aura le décompte du nombre de paquets fournis par radioamateur, avec un classement top 30, avec un listing des 30 derniers passages envoyés par les radioamateurs. Et on aura aussi, du coup on ne le voit pas sur la capture d'écran, mais le décodage du beacon, à la fois réalisé par le CSUM et sur un autre onglet, le décodage du beacon réalisé par les radioamateurs. Mission suivante, qui elle n'a pas encore décollé et qui est prévue pour 2027, c'est en lien avec le Luxembourg Institute of Science and Technology. C'est un U. Sa mission est une démonstration technologique d'un système de récupération de chaleur. Donc lui possède aussi son module radioamateur, qui, vous allez voir, a l'air plutôt intéressant. Alors ce module est inspiré de Reddit, du pixeloir de Reddit. Je ne sais pas si certains connaissent le principe. En gros, vous avez un canevas de 100 par 100 pixels. Le but, c'est de faire des dessins dessus. Et donc, il y a une espèce de petite bataille entre les participants pour celui qui affichera son dessin sur le pixeloir. Donc là, vous avez un exemple de ce que peut déjà donner le module pixeloir qui a été développé sur notre
notre interface de contrôle satellite. Donc le canvas sera redescendu toutes les 3 minutes. La redescente durera environ 30 secondes. Encore une fois, c'est en UHF, en GMSK, en X25 et à 9600 bits par seconde. Dans le reste des nouveaux développements, alors on travaille actuellement sur une plateforme d'OSU. On est pas mal impliqué là-dessus. Ça nous permettra d'améliorer notre contrôle d'attitude. Elle proposera une bande S pour avoir une descente de données plus rapide. Et ça nous permettra de mettre des charges utiles évidemment plus puissantes et plus grandes. On a aussi une refonte du logiciel de station sol qui a été développé au fil des années par les collègues et les stagiaires. Mais notamment pour le 12U, il nous faut forcément une nouvelle station sol puisque les quantités de données qui sont traitées par un 12U sont nettement supérieures à celles que peuvent être produites par un 1U en 3U par exemple. On a aussi une nouvelle carte radio satellite dans les cartons et une nouvelle GS qui ferait UHF et bande S. On sort du 100% spatial pour aller un petit peu... nous sommes radio-amateurs, donc l'avantage des bandes radio-amateurs, c'est qu'il y a de tout et pour tout le monde. Donc nous faisons également d'autres activités que le spatial, via l'indicatif Radio Club que nous avons au CSUM, donc F4KGX. L'an dernier, on vous l'avait déjà annoncé ici, nous avons participé au CQWPX 2025, donc bilan du concours, 295 QSO et 94 000 points presque, second français dans notre catégorie. Sur 3 mais mieux placé quand même sur le niveau européen. Donc ça a été une première participation au concours pour beaucoup de membres de l'équipe qui découvrent également la partie radio amateur autre que spatiale. J'avais même été surpris de voir que l'équipe était autant impliquée pour les concours et la motivation que pouvaient faire les concours. Ça marche toujours. Donc voilà, c'était une première participation et donc nous remettons la participation pour cette année en 2026, donc dans quelques semaines maintenant. Voilà, donc nous installons une station HF sur le centre spatial et nous allons faire le week-end en HF à faire le concours avec tout ce qu'il va autour du concours radio amateur. D'autres activités que nous faisons un petit peu au courant de l'année. Donc régulièrement, nous faisons des écoutes de SSTV, de sorties transpondeur audio, de contact ARIS avec les différents stagiaires que nous pouvons avoir en observation au centre spatial. Donc nous sortons une antenne ARO. Vraiment le plus simple, on n'utilise pas la station sol principale pour qu'ils voient vraiment ce qui se passe derrière. Donc nous sortons une antenne ARO et nous leur faisons pointer le satellite avec une SDR ou un talkie-walkie. Et puis on écoute, on décode, on s'amuse un petit peu comme ça. Et donc de temps en temps, nous faisons aussi des sorties, des petites expéditions radio en portable, en HF. Donc nous en avons fait une à la fin de l'été au sommet du Mont Aigual. Donc nous avons pu avoir accès ceux qui connaissent un peu le site du Mont Aigual. Donc il y a une station Météo France sur l'observatoire. Donc nous avons pu avoir accès en plus aux pylônes pour installer nos antennes HF, enfin notre antenne HF. Ce qui nous a permis de passer une journée, de se retrouver à participer au concours national roumain, qui était le même jour et que nous avons découvert sur les ondes de ce jour-là. Donc voilà, on s'est greffé sur le concours, on y a participé, c'était très intéressant. Nous avons fait quelques contacts et nous avons fait quelques points également lors du concours. Voilà pour les petites activités que nous faisons de temps en temps. Et en plus de ça, donc sur les différents événements, maintenant, la communication du centre spatial nous intègre la partie radio amateur auprès des événements. Et donc nous organisons des écoutes d'événements, que ce soit ce qu'a pu faire Amaury sur la nuit méditerranéenne des chercheuses, qui a eu lieu en octobre, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Où donc Amaury est allé écouter un satellite et l'ISS, et donc on propose au public de venir et de se joindre pour écouter le passage. Ou ce que j'ai également pu faire plus récemment sur les portes ouvertes de l'université de Montpellier, où avec l'université, nous avons convié tous ceux qui étaient présents à venir écouter différents échanges radio par satellite, ou avec l'ISS. Ce qui permet de montrer un petit peu ce qu'est la... Voilà, on fait du spatial, mais pour communiquer au satellite, on a besoin de moyens radio. Donc voilà ce qui peut se faire et ça permet également de présenter les activités radio-amateurs. Comment nous retrouver pour récupérer un peu toutes ces informations-là? Donc nous avons une station SatNogs, F4KGX et SUM. Plusieurs membres de l'équipe ont également monté des stations SatNogs. Voilà. Donc on utilise les données de la communauté SatNogs pour nos missions, mais on contribue également en retour par notre station, par les différentes stations des membres de l'équipe. Donc nous sommes à 3 ou 4 stations dans l'équipe maintenant.
un GitHub qui vous permet de retrouver les informations pour notamment le module radio amateur dont il était question là et qui va être sur lequel va être ajouté dans des délais assez proches le petit outil qui vous permettra avec votre ordinateur donc, de générer ces messages, et un QRZ.com qui présente un petit peu la station voilà, et qui nous permet également de valider les contacts par QRZ.com lors des concours et autres. Les autres informations pour nous contacter, et merci de nous avoir écoutés. Merci à vous. Ça ne nous concerne pas trop, mais pour la mission secondaire, le LIRM, ils vous ont un peu rendu compte de ce qui s'était passé et si ça s'était bien passé? C'est votre client, enfin, en quelque sorte. Ouais. L'avantage, c'est que le laboratoire est littéralement de l'autre côté, à côté du bâtiment du CSUM, donc ils viennent régulièrement, on va de temps en temps les voir, etc. Et on a pas mal d'échanges avec eux, ils sont très très satisfaits des résultats, ouais. Bon, alors moi, ce qui est intéressant en fait dans le milieu du spatial, c'est qu'il y a une dissociation entre plateforme et charge utile. Et en fait, cette segmentation est tellement importante que moi, même en développant les logiciels de la plateforme, je ne suis pas forcément trop les résultats, etc. Ça va plutôt être l'ingénieur système du projet qui va être en lien avec eux. Donc, j'ai pas plus d'infos là-dessus personnellement, mais je sais qu'ils sont quand même très satisfaits.